Bonjour, alors voici mon nouveau podcast dans la suite des précédents où je présente à la médiation humaniste. Alors cette fois-ci, je vais aborder les étapes. Voilà, alors pour ce faire, dans un premier temps, je vais prendre appui sur l'écrit de Jacqueline Morino, qui fait transparaître du coup l'état d'esprit. Et puis voilà, ça me replongeant dans cet écrit, effectivement, ça a été du vécu pour moi. Alors par touche, subtilement, là, elle nous emmène assez loin, mais voilà, je vais vous lire des passages, parce que c'est aussi s'inscrire dans une vision plus large, une forme de philosophie, mais une philosophie pratique et vivante, pas juste livresque. Voilà, ça, j'en ai fait plus d'une fois l'expérience lors de médiation et dans le cadre de ma formation, évidemment. Et puis ensuite, je vous évoquerai de façon plus, je pourrais dire, pragmatique, comment se déroulent les étapes et le déroulement d'une médiation. Donc les étapes, c'est-à-dire que voilà, à partir du moment qu'il y a une demande de médiation, comment ça se met en place. Voilà. Alors je vais commencer la lecture. Elle reprend à partir d'où s'inscrit la médiation, à travers les règles des 3 unités de la tragédie. Donc là, à nouveau, elle prend référence, elle puise dans cette connaissance d'une époque particulière dans l'Antiquité, et plus particulièrement à travers la tragédie grecque, mise en avant par les Grecs. Alors, dans les mythologies ou dans d'autres écrits, d'autres cultures ancestrales, voilà, on retrouve ces dimensions de tragédie quelque part. Moi, je n'ai pas vraiment lu la Bible, à part quelques passages, mais on voit bien toutes ces histoires humaines faites de combats, de victoires, de tragédies, de souffrances. Bref, je reviens à son écrit. Donc, dans la règle des 3 unités de la tragédie, unité de lieu, de temps et d'action, la médiation s'inscrit. L'unité de lieu est évidente. La scène du théâtre, la salle de la médiation sont des lieux particuliers, protégés. Ils réunissent les acteurs dans un même espace, grâce auquel le passé, le présent et le futur vont s'inscrire. Il est d'ailleurs étonnant de constater que lors de la médiation, on oublie toute conscience du lieu, et même où se déroule l'action. Elle se transporte dans un ailleurs, hors des limites physiques, mais aussi hors du temps. Récemment, j'ai été amené à conduire une médiation. Effectivement, je l'ai bien vécu. Alors, même si on laisse de l'espace à ce qui se vit, à ce qui se dit, à ce qui se confond, à ce qui se révèle, voilà, le médiateur est un peu garant aussi d'un certain temps, mais justement, je l'évoquais là dans mon dernier podcast, ça nous est arrivé dans le cadre de formation à la médiation de faire des médiations de 2h30, 3h, voire 4h. Alors après, ça dépend aussi de ce qui va y être touché, révélé, quelles sont les plongées. Parfois, elles peuvent être épuisantes, et ça pu arriver aussi qu'au bout d'une heure, même s'il y a une forme de soulagement, une nécessité de faire pause dans le silence. Là, on a arrêté la médiation. J'en parlerai un peu aussi. Je fais des annonces souvent. J'en parlerai pendant mon podcast là, sur le parcours de mon apprentissage de la médiation humaniste. Voilà, mais effectivement,
se sent hors temps. Le temps est un peu oublié puisqu'on est dans une plongée de ce qui s'est vécu et ce qui se revit à nouveau en présence dans cet espace protégé dont les médiateurs sont les garants. Donc je reviens à l'écrit. Donc elle se transporte dans un ailleurs, hors des limites physiques, mais aussi hors du temps. Cette seconde étape est fondamentale. Alors la resitue dans la tradition grecque. Nous vivons dans un temps chronologique qui court, qui passe et qui dévore. Chronos, fils d'Ouranos le ciel et de Gaïa la terre, est une divinité complexe. Il justifie, entre guillemets, sa mère en la vengeant de son père. Une fois devenu maître du monde, il épouse sa sœur Rhea. Dépositaire de la sagesse et de la connaissance de l'avenir, il lui est révélé qu'il sera détrôné par un de ses enfants. De ce moment, il dévore tous ses enfants à leur naissance. Petite plongée synthétique dans la mythologie. Chronos, personnification du temps, est lié à cette mémoire de la vie et de la mort, menace permanente, violence de l'épée de Damoclès, toujours présente. Or, le temps de la médiation est autre. Il répond à la nécessité vitale de se libérer des chaînes mortifères de Chronos, puisqu'il cherche à redonner la vie. Les Grecs avaient introduit une autre notion, kéros, le temps de l'occasion opportune, le temps juste, hors de la durée. C'est le temps qui s'arrête face à la beauté d'un coucher de soleil, par exemple. Celui qui nous renvoie à un désir d'absolu, à une mémoire antérieure. S'ouvre alors une relation avec un au-delà, un moi intérieur où la paix règne. Kéros nous pousse à sortir de l'esclavage de Chronos pour découvrir un nouveau temps, une seconde d'éternité, un passage vers la lumière, temps nouveau qui peut s'inscrire dans le temps présent, ici et maintenant. Voilà, ça donne un peu aussi l'esprit dans lequel Jacqueline Moreno, on l'a vécu, on l'a constaté plus d'une fois, nous a accompagnés dans cet apprentissage, dans cette rencontre avec nous-mêmes et avec l'autre, dans ces explorations, dans ces expérimentations, dans ces temps de médiation qu'on vivait dans nos formations, évidemment. Alors, elle le déployait beaucoup plus dans ce sens-là. Après, quand on se mettait à pratiquer, évidemment, la médiation, par exemple, dans le cadre pénal, bon, voilà, c'était plus, on pourrait dire, prosaïque, plus relié à un quotidien, voilà, plus trivial, entre guillemets. Mais quoique, souvent, quand même, sans, bon là on est sur une lecture de texte, de l'écriture qui veut faire passer un souffle d'esprit que Jacqueline Moreno veut nous partager, mais effectivement quand même, par souvenir, plus d'une fois, enfin, quelles que soient les médiations, il y avait quelque chose de nouveau qui apparaissait chez chacun, en tout cas, quelque chose se touchait, des choses au-delà du problème, la difficulté de nos petites chamailleries. Effectivement, il y avait une certaine montée, une certaine distance et une certaine prise de hauteur, et qui faisait retoucher cette subtilement, sensiblement par touche, cette humanité qui aspire à plus de paix, quoi. Voilà, ça c'est du commun. Alors on essaie de le trouver comme on peut, avec beaucoup d'inconscience souvent.
Je reprends la lecture. Pour pénétrer au cœur de l'action et mieux comprendre le processus de la médiation humaniste, il faut reprendre les fondements de la tragédie grecque. Elle ouvre un nouvel espace à l'imaginaire. Les frontières entre l'illusoire et le réel s'abolissent. Toute la folie humaine peut prendre sa place, mais elle est circonscrite, voire protégée, car elle se déroule dans un espace sacré. Donc là, oui, elle évoque la tragédie. Elle lui permet d'oser rencontrer l'énigme de son destin, les événements contraires contre lesquels il s'est battu. C'est un face-à-face avec la tragédie de sa vie. Il devient son propre spectacle. Il est acteur de son propre destin. Il y a vraiment dans cet espace proposé, ce temps et cet espace et cette scène de théâtre qui se revit. La vie n'est-elle pas, des fois, dans les formules, la vie n'est-elle pas qu'une grande scène de théâtre? D'ailleurs, le théâtre n'a fait que, joue, représente, ça, ce sont des représentations. Alors, évidemment, qu'on peut appeler fiction, mais bien souvent inspirée, imprégnée de nos réalités. Donc, comme des effets miroirs, elles viennent nous raconter des facettes de nous, des histoires de nous. Alors, depuis, ça c'est vrai que j'ai eu aussi une grande passion pour le théâtre, et c'est un beau, très très beau média, un très beau tiers. Voilà. Et chacun, alors aujourd'hui il y a le cinéma, mais le théâtre est un peu plus fort parce qu'on est en présence de vivants, de corps humains, quoi, à travers les acteurs. Mais bon, chacun a sa sensibilité. Je reviens à l'écrit. Donc, l'évocation de l'acteur, hein. Il est acteur de son propre destin. Alors, attendez, je me suis perdu du coup. L'acteur sur la scène, de la tragédie ou de la médiation, ouvre son âme à une nouvelle réflexion sur elle-même, vraie quête philosophique, qui le conduit aux deux étapes fondamentales de la tragédie. La péripétie, entre guillemets, qui est le renversement de la situation présente, et la reconnaissance qui est découverte d'une nouvelle identité. Tous les actes accomplis dans le passé pourront ainsi prendre un sens. Et un nouveau regard se pose. Oser démêler les fils du passé, rencontrer la vérité, c'est s'ouvrir au réel, fondation nécessaire sur laquelle il devient possible de construire une nouvelle existence. Accepter, et même vouloir le renversement de la vie telle qu'elle avait été organisée auparavant, débouche sur un nouveau chemin. Découvrir le sens de ce qui a été vécu est l'étape ultime qui permet d'accéder à sa véritable identité et de faire des choix nouveaux en discernant la direction juste à prendre. En écoutant, enfin en lisant et en écoutant résonner cet écrit, à travers ce que propose l'esprit de Jacqueline Moreno, et du coup l'esprit de la médiation. On entend bien, on voit bien toute cette quête de l'humain
face souvent à sa confusion, à son désordre intérieur, à sa tragédie, pour le coup. Comment, dans un espace et un temps donné, particulier, préservé, eh bien chacun peut défaire ses fils et effectivement retrouver ce fil de fond qui donne sens. Nouveau regard, nouvelle perspective à l'instant, même si c'est que lors d'une médiation. Mais déjà, autre chose se donne à voir, autrement, différemment. Un sens nouveau est touché. Je vais reprendre la lecture dans la suite de ce qui nous est proposé à travers cet ouvrage, La médiation humaniste. Elle va faire un écho, évidemment, encore à cette idée de fiction, portée aussi par les tragédies, les romans, les représentations théâtrales, le cinéma. D'ailleurs, on dit bien quel cinéma on se fait nous-mêmes. Voilà, tous ces scénarios. Et effectivement, c'est bien les regarder sans défaire quelque part. Je continue la lecture. Nous restons désespérément figés dans une fiction, et c'est seulement en allant de dévoilement en dévoilement qu'il pourra y avoir renversement de cette fiction pour découvrir d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Là, elle touche, elle met bien en évidence une question fondamentale, que tout être humain se pose un moment, même si, quand on en croit certains, on peut penser le contraire. Chacun à un moment, dans son intime, dans son temps avec lui-même, se pose cette question. Qui suis-je? D'où je viens? Où vais-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Advenir? Voilà, puis après, chacun reprend à sa façon le courant de sa vie, son chemin, voilà, de ci, de là. Donc pour revenir à ce que propose, entre autres, dans ce temps de rencontre, cet espace de médiation, c'est aussi, parmi d'autres approches d'accompagnement, de cheminement, c'est une succession de dévoilements. Beaucoup de traditions dites spirituelles ou autres, la connaissance de soi, et bien par le bien, on évoque bien de lever les voiles qui nous empêchent peut-être, en tout cas qui nous voilent un réel. Et d'ailleurs, depuis pas mal d'années, alors quand par exemple j'anime des formations, un peu ce terme formation, alors pourquoi pas, c'est se mettre en formation, sachant que je me reconnais beaucoup plus depuis pas mal d'années, depuis longtemps en fait, comme plutôt accompagnant, accompagner, rassembler, voilà, mais faciliter, puis médier, quoi. Voilà, alors évidemment il y a de l'apprentissage, il y a de la pédagogie, et effectivement le terme de pédagogue résonne beaucoup plus fort en moi. Donc pourquoi j'évoque ça, c'est oui, c'est cette prise de conscience qu'en fait, au fur et à mesure, un moment, un point nommé, un point de bascule, on se rend compte qu'on défait les couches, on défait les voiles, on s'allège. Voilà, c'est cette idée aussi d'allègement. On enlève les poids, les lourdeurs, sans éviter d'aller rencontrer ces poids, ces densités qui aussi nous composent, qui nous fait humains, qui nous fait vivre
ici, dans cette dite matérialité. C'est l'un et l'autre, voilà. En tout cas, c'est ça, c'est dévoilement successif, par touche, chacun les siens. Là, je vais reprendre la lecture, la suite. Donc elle revient sur la mise au regard de la tragédie. La tragédie, comme la médiation, offre une éducation permanente. Au cœur de la crise, elle renvoie à un questionnement, à une réflexion sur l'enchaînement des événements. Une éducation permanente. Et oui, notre quotidien, on pourrait dire, est une éducation permanente. Et effectivement, à travers les événements qui viennent à nous, qui se présentent à nous, que nous rencontrons, quels qu'ils soient, sont des occasions de faire médiation. Voilà. De toucher. Alors si en plus c'est un petit peu désagréable de toucher cette dualité, cette confrontation, cet inconfort, qui peut nous déséquilibrer, en faisant appel à une forme de tir intérieur, de temps de pause et de recul, de prise de distance. Bon, ça, je creuserai un peu le sujet qui m'amène à créer cette chaîne que j'ai appelée le médiateur en soi, et à travers évidemment mon cheminement et mon expérience, les échos aussi des autres approches de prise de connaissance et de rencontre avec soi et de conscience de soi viennent faire écho. Voilà, donc j'évoquerai ça plus particulièrement. Je reviens au texte, à l'écrit. Alors là, elle resitue l'espace de tragédie grecque. Au travers de la voix du cœur, alors le cœur, les voix dans le sens de chorale. Effectivement, c'était mis en scène comme ça dans la tragédie grecque, dans le théâtre grec de l'époque, la tragédie grecque de l'époque. Donc, au travers de la voix du cœur, il était composé de 15 chorotes, qui se faisaient les échos des émotions, du chaos intérieur qui apparaissait, et de celles des médiateurs. Alors, dans son approche, ils peuvent être entre 2 ou 5 selon le nombre des médias. Voilà. Elle était plutôt dans un esprit de co-médiation, même si ça n'empêche pas de pouvoir être le seul médiateur, en accompagnant des médias. Donc je reprends, de celles des médiateurs se transmettait et se transmet aujourd'hui la voix de la collectivité, la voix du bon sens. Un dialogue peut s'établir. Les chorotes médiateurs deviennent les miroirs multifaces de l'action tragique et des acteurs dans un jeu d'échange continu. Effectivement, là j'évoque, ça me vient spontanément, donc je l'évoque. Quand je partage un peu, je présente le processus de médiation, j'ai à cœur de mettre en évidence que, en apparence, par la fonctionnalité, la nécessité, voire pédagogique, il y a des médiants, donc des personnes en situation de conflit, un médiateur présent, voilà, un tiers, ou 2 ou 3. En tout cas, là, récemment, j'en ai encore conduit un tiers. Voilà, une forme de triangulation apparente qui invite à une forme de retrouver un équilibre. Et puis l'espace de médiation. Voilà, une autre dimension, on pourrait dire, temporelle et spatiale. Et en apparence, surtout au départ, au démarrage de la médiation, voilà, on va se prendre appui sur le médiateur. On va s'adresser à lui, souvent, et puis au fur et à mesure, s'adresser aussi quand même à l'autre, quand on peut être interpellé, mais avec cette idée que le
médiateur, par ses miroirs, ses reflets, ses questionnements, voilà, est acteur de la situation. C'est lui qui aide à démêler les fils. Et en fait, c'est une illusion de départ, que j'ai eu aussi, hein. Et quand le processus se déroule, se mène, en fait, quand on a ce regard un peu de hauteur, chacun en fait, participe à cette médiation, chacun est acteur, chacun est révélateur, contributeur. Et surtout, le médiateur n'est qu'un instrument, un repère, mais ceux qui font le job, le boulot, c'est les médiums. C'est les médiums en présence. C'est eux qui transforment leur conflit, leur idée du conflit. Cette situation, cette relation qu'ils ont entre eux à un moment donné, hein, qui fait nœud, qui fait désordre, qui fait tension, qui fait conflit, eh bien c'est eux qui démêlent par eux-mêmes, et effectivement par l'appui de la présence d'un tiers qu'on appelle médiateur. Et puis par ces traversées, ces changements de point de vue, ces transformations, cette catharsis qui s'opère, ils finissent par apporter un regard différent sur la situation, sur l'autre et sur eux-mêmes. Et quelque part, au fond, une médiation intérieure, individuelle, chez chacun, s'est opérée. Et ils en sont aussi les médiateurs. Alors dire peut-être que là, en m'entendant, avec un recul, je mets en évidence déjà moi, ces dimensions du médiateur en soi, fondamentales. C'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul. Enfin, c'est ce que on a pu toucher aussi dans la pratique. Voilà. Alors on peut l'appeler métamédiation. Après tout ça c'est des terminologies, des termes, des concepts, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment, chacun est acteur. Chacun contribue à. Donc je vais reprendre la lecture. La médiation propose un autre espace et un autre temps pour accueillir la souffrance souvent cachée qui est au cœur de la demande des médiants. Médiants, je vous rappelle, les personnes en situation de conflit. Il est vital qu'elle trouve sa place, qu'elle soit reconnue dans son véritable potentiel. Tiens, ma souffrance serait-elle un potentiel ? Alors ça, c'est moi qui viens de faire mon petit commentaire. Je reprends. Oser lancer le cri, réel ou symbolique, c'est déjà exprimer la violence qui est en chacun de nous. C'est une force naturelle de libération qui jaillit lorsque nous nous sentons en danger, quand notre cœur et notre âme sont touchés par des émotions trop fortes qui nous assaillent. Reconnaître sa souffrance, c'est faire preuve d'humilité, car l'amour-propre l'occulte très souvent. Or ce cri, souvent silencieux, fait peur, car on ne peut l'accueillir que si, soi-même, on a osé le vivre. C'est le cri qui est évité dans de nombreuses médiations, certaines thérapies et par la justice. Alors là, il y a une vraie position qu'elle avait, qui était très nette, et dans laquelle elle nous invitait vraiment à plonger, à la rejoindre. La peur du cri, de la violence, de la souffrance qui fait mal. Voilà, cette fuite qu'on a tous à des moments donnés, plus ou moins. Voilà, on n'a pas envie de retourner où ça fait mal, ou en tout cas quand ça jaillit, de se faire déborder. Voilà, donc il y a une vraie peur et qu'il est nécessaire de dépasser, de traverser, de rencontrer, de traverser. Et du coup, il y a un dépassement qui peut s'opérer, un renouvellement de vitalité en fait. Et ça, dans cette approche de la médiation humaniste, cette proposition qu'on a pu, voilà, il y avait le cadre de la médiation pénale, mais moi quand je suis après, j'ai un peu fait cavalier seul. Dans le cadre de ce qu'on appelle la formation, dans le monde de l'entreprise, mais pas que, dans différents types d'institutions, oui, c'est à chaque fois, et je le rencontre encore aujourd'hui, cette peur de la violence, cette peur que si j'ouvre à l'expression de l'émotion,
ça va me péter la figure, ça va déborder, je vais me faire envahir, je vais perdre les moyens. Donc il y a ce qu'on imagine, ce que ça va déclencher. Alors effectivement, on ne s'improvise pas comme ça dans cette plongée, dans cet accompagnement de cet aspect. Et comme elle le dit très bien, eh bien si nous-mêmes, soi-même, à partir du moment qu'on se dit un peu médiateur, ou quand on a envie un petit peu de prendre cette place, ce rôle, cette posture, si nous-mêmes, on n'a pas été rencontrer ces espaces en nous, cette souffrance, on ne les a pas traversés, transformés, on n'a pas écouté ces cris, voilà, progressifs, hein, il ne s'agit pas tout d'un coup. D'ailleurs, ils apparaissent au fur et à mesure de notre vie, à des étapes différentes, des mémoires différentes, voilà, les mémoires qui jaillissent, ces douleurs. Bah, si on ne les a pas quelque part apprivoisées pour les écouter dans ce qu'elles ont à nous dire de profond, et du coup de révéler le potentiel qu'il y a en dessous. Voilà. D'ailleurs, je l'ai touché aussi en accompagnement dit de coaching. Voilà, ça va être compliqué, effectivement, c'est difficile de pouvoir envisager d'accompagner l'autre. Et si on n'a pas fait soi-même le chemin, c'est toujours ça, hein. On n'a pas vécu, alors c'est pas un chemin intellectuel, conceptuel, mais un vrai chemin de traversée, par touche, par étape, chacun son rythme, quels que soient les contextes d'accompagnement qu'on a pu choisir. Évidemment, c'est difficile d'écouter, d'entendre l'autre quand cet aspect jaillit, quoi. Et de prendre cette distance sans prendre pour soi, sans se sentir, sans se faire imprégner, se faire éclabousser, pénétrer par. Voilà, donc c'est une forme de préservation aussi juste, hein, à propos, hein, c'est de savoir reconnaître sa limite. Et il ne faut pas se faire déborder et envahir. Donc ça c'est, en tout cas effectivement, dans cette approche, cette discipline que j'ai rencontrée, cet apprentissage, ça a fortement contribué à rencontrer et à ne plus avoir peur de ça. Voilà. D'autres disciplines, d'autres approches que j'ai pu faire ont complété, mais avec la voix de l'approche de Jacqueline Moreno, et dans les formations, j'évoquerai ça sur mon expérience, partage des témoignages sur mon expérience de formation. Waouh, on y allait, quoi. Elle nous invitait à y aller. Et je reprends la lecture. Et justement, voilà, elle évoque ça. Notre société a développé de nombreux espaces thérapeutiques pour accueillir la souffrance. La médiation humaniste n'a rien inventé depuis les anciens. Elle s'est seulement inspirée d'une sagesse ancienne pour l'adapter au monde contemporain et donner sa place à l'homme intégral. Voilà, forme de synthèse. La traversée des diverses étapes, les deux termes fondamentaux de la tragédie, donnent tout son sens au développement de la médiation. Le renversement, entre parenthèses la péripétie, il y a la tragédie, de la situation présente est le fruit d'une nouvelle vision de soi-même, une identité nouvelle acquise durant le travail de connaissance sur soi pendant la médiation. Voilà. C'est un autre espace, un autre temps proposé pour cette connaissance de soi. On peut dire aussi de travail sur ça. Donc je reprends, pardon. Voilà. Donc je relis la phrase précédente. Or, ce chemin de rencontre avec soi-même est double. Donc la suite, pardon. Or, ce chemin de rencontre avec soi-même est double. Il se vit dans un face-à-face permanent avec celui auquel je m'oppose. Cette confrontation produit les interactions à l'origine de l'événement final. De la séparation jaillit la communion. Je relis. Le renversement, la péripétie, de la situation présente est le fruit d'une nouvelle vision de soi-même,
une identité nouvelle acquise durant le travail de connaissance sur soi pendant la médiation. Or, ce chemin de rencontre avec soi-même est double en médiation. Il se vit dans un face-à-face permanent avec celui auquel je m'oppose. Cette confrontation produit les interactions à l'origine de l'événement final. De la séparation jaillit la communion. Confrontation. Bon, ça, j'ai pu le vérifier moi-même, ne serait-ce que pour aller dans les journées de formation. Les évitements que j'ai pu avoir, la peur que j'ai pu avoir d'aller me confronter, parce que j'avais bien vu, touché la force de ce contexte qui m'était proposé. Et il s'agit bien effectivement de confrontation, et quand les personnes, les médians, les personnes en situation de conflit, en tension, un groupe, acceptent de rentrer en médiation, de vivre une médiation, eh bien c'est l'acceptation d'une confrontation, et c'est déjà preuve d'un grand courage. Donc comme on disait souvent, ça y est, la médiation est entamée à partir du moment qu'il y a acceptation, donc volontariat, puisque en tout cas de façon attentive, précise, l'idée c'est quand même que la médiation soit volontaire, c'est-à-dire que les personnes qui viennent en médiation soient volontaires pour y venir, ce qui met aussi déjà en évidence l'idée de co-responsabilité ou de responsabilité personnelle, donc d'engagement avec soi. C'est comme s'il y avait quelque chose en nous qui nous poussait à, au-delà de notre personnage, celui qui a peur, je pourrais dire de l'ego, qui n'a pas envie de se faire dévoiler, découvrir. Il y a une force en nous subtile, parfois les médias ne s'en rendent même pas compte, n'en sont pas conscients en tout cas. Et il y a comme une poussée, allez, là je sais qu'il y a quelque chose, une opportunité importante pour vivre ce face-à-face qui est certainement libérateur. Alors là je le dis comme ça, en l'évoquant, quand on est dedans, ça se fait parfois au-delà de soi, malgré soi. Je vais reprendre ça va être un long passage, mais je sens que c'est aussi une occasion d'entendre, à travers cet écrit, ce qui se vit, en tout cas dans cette intention de ce qui peut se vivre dans les médiations. Donc, cette transformation est vécue dans toutes les vraies médiations, entre guillemets vraies. Elle est au cœur des exemples cités. Elle est caractéristique, par exemple, des conflits de couple. Chacun avait construit sa propre image du bonheur. Avec la faillite du rêve, chacun rend l'autre responsable de l'échec. L'image du conjoint devient une création artificielle afin de justifier sa propre souffrance. La touche du direct, l'histoire du couple, qui est quand même le point de départ de la relation humaine. L'homme, la femme et l'homme. Qui après crée une famille, des enfants, et la perpétration, je sais plus, un truc comme ça, de la multiplicité. Alors, enfants, couple, les enfants qui vont vivre leur histoire et qui vont vivre un jour le couple et qui vont recréer une famille, etc. La famille humaine qui se déploie et ce qu'elle transmet et tous ses héritages. Alors, lors de la médiation, l'évolution des événements suit le schéma classique. Chacun est conduit à découvrir une vision nouvelle de la situation et de son conjoint, fruit d'une quête d'authenticité et d'une nouvelle connaissance de soi. Ce regard neuf va changer la perspective de l'avenir. L'incompréhension des événements passés, le chaos, le désordre, le vide, ouvrent un nouveau champ de possibles.
Ce passage se vit moyennant un changement de niveau de conscience. Le premier est l'expérience de la crisis, du drame, et le second naît de l'épuisement des émotions qui, à force de se répéter, provoque un élan vers autre chose. J'ai besoin de respect, de liberté, de justice. Spontanément, les médiums prennent conscience que le domaine des émotions est sans fin, car il reste toujours la mémoire d'une souffrance antique, entre guillemets, à retrouver. Ils sortent des sentiments pour faire appel à des valeurs, poussées par l'intuition peut-être, que la seule issue est de s'élever, de décoller du magma des émotions. Les valeurs sont une aspiration et un besoin universel, dimension la plus noble de l'âme, s'il en est, celle qui conduit l'homme à réaliser ce qu'il y a de beau, de bon, au cours de son histoire. Un questionnement de type maïotique de la part des médiateurs commence. Chaque médium peut initier une descente au tréfonds de lui-même, identifier ce qui est essentiel dans sa vie. Alors, des points communs peuvent apparaître. Besoin de respect réciproque, besoin de liberté, respect de celle de l'autre, besoin d'amour. Non, pas dans le sens hétéros, mais dans le sens le plus noble, agapé. Quand un élan de générosité et le besoin de donner à l'autre transforment la relation. Voilà. On pourrait dire ce qui chacun porte. J'attrape ce terme d'agapé, cet amour qu'on entend, enfin, qui est évoqué sous le terme d'amour inconditionnel, amour universel, amour, voilà, et si peu vécu dans notre humanité. Mais bon, voilà, c'est en tout cas tendre vers. Donc oui, elle évoque bien le questionnement du type maïotique, pas maïonique, maïonique, mayonnaise, pourquoi pas, mais maïotique, oui, c'est ce qu'on, si on peut parler de méthode, de méthodologie, effectivement, c'était ce qu'on pratiquait le plus, quoi. Voilà, c'est en tout cas la référence du questionnement socratique pour mettre en évidence et que chacun apporte ses propres réponses. On sait bien que le questionnement, l'investigation, l'enquête entre guillemets, est importante pour aller au-delà de ce qui apparaît. Donc il s'agit bien de ça en fait, dans ce temps de médiation, cet espace-temps, c'est de porter un autre regard sur ce qui a fait relation entre les deux personnes en présence, qu'ils soient voisins, qu'ils soient collègues, qu'ils soient de la même famille, frères et sœurs, qu'ils soient couples. Voilà, c'est bien quelque part ce tiers qui est la relation, hein, qui est à transformer. Et après, chacun s'occupe de lui, se transforme lui-même, se change lui-même, si on veut utiliser ce terme, et pas malgré lui-même, de par lui-même, au-delà de lui-même, peu importe d'où ça part. Mais il y a en tout cas une transformation, voire transmutation. Mais là, dans le principe de médiation, c'est comment la relation peut retrouver un équilibre quelque part. Même s'il y a séparation, hein, on a été amené à accompagner d'ailleurs des séparations. Mais l'idée, c'est que cette séparation, cette prise de distance, cette rupture soit vécue de manière pacifiée, qu'elle ne vienne pas ajouter du poids de la tragédie, de la souffrance, engrammer une forme de mémoire douloureuse qui risque de se répéter, de se retrouver dans une autre relation. Mais bon, après, c'est un cheminement de vie.
Je vais finir par un autre petit passage. Et puis je vous évoquerai de façon plus pratique les étapes de mise en place de médiation et son déroulement. Donc pour finir, dans l'idée de l'esprit de la médiation humaniste, je reprends la lecture. Libérés de nos chaînes, nous pourrons agir autrement, en accord avec une conscience nouvelle de nous-mêmes. C'est cet espace dont nous avons tant besoin que la médiation nous propose. Entre